Eh bien voilà, c'est jeudi et qu'est-ce qu'on peut faire jeudi? Tiens, tiens, si on choisissait un ouvrage pour ce week-end, parce qu'il est temps de... Il y a quelqu'un, pendant que je vous posais la question, là, qui m'a donné une sorte de retour de son. C'est Stéphane Giner qui m'accompagne toute la semaine. Qu'est-ce qu'on fait le jeudi? T'avais une idée, toi? Des raviolis. Ah, voilà. Donc, des raviolis. Le jeudi, tu aimes bien les raviolis? Non, j'aime pas les raviolis. Bon, alors, écoute, vivement dimanche, alors. Hein. Donc, vivement dimanche. Donc, tu es là tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, il y a une autre chroniqueuse qui est avec nous, mais qui ne vient pas en tant que chroniqueuse. Elle vient en tant qu'invitée parce qu'aujourd'hui même, la sortie de son ouvrage « Du chaos naissent les étoiles » aux éditions Erol. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Philippe. Marie-Lise très court, « Du chaos naissent les étoiles ». Là, on est sur un feel good book, comme tu as pris l'habitude de m'apprendre. Finalement, quand on dit feel good book, c'est un roman qui fait du bien. C'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui est plein d'espoir, c'est un roman... dans lequel on peut se lever. Je pense que par les temps qui courent, c'est intéressant. En plus, c'est un vrai page-turner, comme vous dites aussi dans la presse. C'est vraiment le genre de bouquin dont on tourne les pages et qu'on a du mal à... Et on va voir que là-dedans, c'est pas du développement personnel du tout, mais il y a plutôt finalement ta vraie personnalité, celle que tu développes, que ça soit dans le coaching que tu fais professionnel, que ça soit dans la littérature en sens général du terme, en parlant de développement personnel. Finalement, tu as gardé ta marque de fabrique qui est de donner aux gens quelque chose qui les aide à vivre mieux, être plus heureux, plus épanoui, avoir plus d'espoir. Oui, ben voilà, donc plus d'espoir. Et moi, quand l'espoir, je l'ai toujours, il faut en avoir des fois en ayant un bon avocat. Et c'est Aurore Boyard qui sera avec nous tout à l'heure, pour nous parler justement de ce métier d'avocat. Et elle nous parlera justement de ses coulisses et elle nous expliquera que finalement, le métier d'avocat n'est pas un métier de voyant finalement, parce que finalement, on ne connaît pas la suite à l'avance. Et peut-être, tiens, ce mot voyant a peut-être un lien avec notre invité du jour, avec Marie-Lise Trécourt. Du chaos naissent les étoiles, c'est quoi? C'est le 10e, le 11e, le 9e. Seulement? Oh bah oui, mais j'ai toujours l'impression, j'ai toujours un peu d'avance. Le 9e roman, finalement, tu reviens un peu plus à cette écriture roman, comme tu l'avais aussi au départ, parce que tu as fait beaucoup de guides pratiques, tu as fait des romans aussi accompagnés de petits fascicules à la fin qui permettaient d'avoir des règles de développement personnel. Et là, tu reviens aussi, parce que finalement, tu fais des va-et-vient de l'un à l'autre, tu reviens dans un monde vraiment, et un bouquin, et avec, une histoire qui est un peu étonnante au départ. C'est ça, c'est une histoire qui risque de prendre le lecteur au dépourvu. En fait, je me suis posé la question un jour, je me suis demandé si on venait me voir et qu'on me disait voilà, tu vas mourir dans 15 jours. Mais ok, mais tu peux l'éviter en faisant quelque chose. Qu'est-ce que je serais prête à faire pour éviter de mourir? Là, tu poses vraiment le tout départ du roman. C'est-à-dire que le personnage principal qui est là, c'est vraiment ce qui va lui arriver. Il y a qu'est-ce qui peut arriver, voilà. Et là, finalement, en tant qu'auteur, tu as cherché l'astuce pour amener quelqu'un qui dit ça et qui donne ce message au... Alors en fait, c'est Juliette, donc mon héroïne, qui est libraire et qui un jour va se balader au parc du Luxembourg. Ça se passe à Paris, les premières pages en tout cas. Et une dame vient la voir et lui dit, voilà Juliette, vous avez 15 jours pour sauver la vie de 3 inconnus, sinon ça sera le néant. Donc au début, elle pense que c'est une folle, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, il y a quand même une petite voix en elle qui lui dit qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans et elle a envie de relever le défi. Dans le doute, elle relève le défi. Elle relève le doute et pourtant, c'est quelqu'un qui ne croit pas spontanément à la voyance. Elle est plutôt, presque cartésienne, mais en tout cas, c'est pas quelque chose auquel elle aurait cru. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, je sais pas si toi, de manière cartésienne, si on te dit un jour, il y a un voyant qui vient qui te dit, voilà, tu as 15 jours pour vivre et sinon, tu dois faire ça spontanément. Tu le fais, tu le fais pas? Je sais pas, je fais ce qui m'arrange, on va voir. Ouais, voilà. Et là, le personnage, de manière presque, intuitive, elle va faire quand même confiance en disant « je vais quand même le faire » parce qu'il y a une petite voix qui la pousse quand même à le faire parce qu'elle veut pas mourir finalement. Elle veut pas mourir et puis elle se dit au pire, sauver la vie de 3 inconnus, ça mange pas de pain, c'est pas grave. Et en plus, si ça peut me sauver la vie, tant mieux. Donc elle va tenter le coup sans savoir parce qu'elle se dit mais je suis pas docteur, j'ai aucun pouvoir particulier. Comment moi, petite libraire, je pourrais sauver la vie en plus de 3 inconnus? Et derrière, il y a plein d'autres petits détails qui se trament dans cet ouvrage. Et là, on a un petit teaser du livre « Du chaos naissent les étoiles ». Juliette, vous devez sauver la vie de 3 inconnus en moins de 15 jours. Sinon, ça sera le néant. Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love, but nowhere to call my home. You're still a part of me, but are you where you wanna be?
like years too late. Feeling both love and hate. En librairie le 4 mars, mais c'est aujourd'hui. Hein, Mais oui. Je reconnais des paysages. Tu parlais du jardin du Luxembourg qu'on voit au départ, mais derrière, je reconnais des paysages de chez nous. C'est ça. Alors en fait, l'histoire se déroule essentiellement dans 2 endroits. Alors au Jardin du Luxembourg, les premières pages, et ensuite elle va aller chez son grand-père qui habite à Fabregat. Parce que je viens d'apprendre qu'on disait Fabregat. Et pas Fabregas, la plage à la Seine. À la Seine, voilà. Donc son grand-père habite juste à côté. Ça se passe beaucoup à cet endroit-là. Et ensuite, ça se passe à Nice, au château de Nice plus particulièrement, et même à la cascade du château de Nice. Il se passe plein de choses à cet endroit-là. C'est marrant parce qu'en plus, ces lieux-là, tu les as cherchés aussi avec tes lecteurs, les gens qui te suivent sur ton Facebook. C'est-à-dire que tu les as finalement impliqués dans le choix de tout ça. Je les ai amenés. Alors c'est plus dans l'autre. Je vois à quoi tu fais allusion, mais c'est pour le prochain. Ah mince, parce que là-dedans, il y aura une cascade aussi. Il y aura peut-être une cascade aussi, oui. Mais voilà, ce sont des lieux qui m'ont parlé à un moment donné. Alors j'ai fait mes études à Nice et j'aime beaucoup cette plage de Fabregat que je trouve très très mignonne. Et donc voilà, j'ai eu envie chaque fois que j'y vais, ça m'évoque des histoires. Je vois des maisons, des vieilles maisons. J'imagine les gens qui habitent là, tout ça. Imagination. On va revenir à ton livre parce que derrière, il y a plein de choses assez poétiques à l'intérieur. J'ai des lettres là, qui sont des lettres que tu as retrouvées de ta grand-mère. Et tu vas nous raconter une jolie histoire très émouvante par rapport à ces retrouvailles-là des lettres, et des lettres dont on retrouve des extraits dans le livre parce que c'était totalement en adéquation. Et derrière, on va raconter une autre histoire où d'un seul coup, de la fiction est née une réalité surprenante et étonnante grâce à ce livre. Mais avant, la vraie question que se pose Aurore, c'est finalement un truc tout bête. Mais est-ce que les avocats sont un peu dévoyants et ils peuvent arriver à voir finalement à l'avance ce qui peut nous arriver, nous, en tant que clients, en tout cas, quand on vient à eux. Bonjour Aurore. Bonjour, bonjour Marie-Lise. Bonjour. C'est un peu la question que tu t'es posée finalement, et quelque part, vous, avocat, vous n'êtes pas voyant. On n'est pas voyant, mais bon, on pourrait. Des fois, s'appeler moi, je pourrais des fois m'appeler Madame Irma, puisque lorsque les clients viennent nous voir, souvent nous disent, mais maître, comment ça va se passer? Alors, au niveau procédural, on peut répondre. Après, sur le plan humain, c'est pas toujours évident. Et il est vrai que très très souvent, par contre, les gens, quand ils viennent nous voir, nous demandent des tas de questions, et même sur des dossiers des fois de séparation ou de divorce, ils nous impliquent dans leur propre choix de vie. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander, moi j'ai déjà eu des clients par exemple qui m'ont dit, maître, est-ce que vous pensez que j'ai envie de prendre ma retraite? Est-ce que vous pensez que par rapport à ma séparation, il faut que je prenne ma retraite? Ça va jusque-là. C'est quand même les véritables choix de vie. Et moi, la réponse, c'est toujours de leur dire, mais écoutez, faites ce que vous avez envie, ne changez pas ce que vous avez décidé, ne changez pas vos choix de vie pour une procédure judiciaire. Ça, c'est quand même important. Ça, et ensuite, en parallèle, on peut prendre d'autres exemples du même ordre, c'est au niveau des divorces ou autres, etc. C'est-à-dire la forme même du divorce, je veux dire, c'est de la responsabilité de la personne qui est face à vous et pas à vous de choisir le meilleur schéma. Ah non, nous on va leur expliquer en fait les différents schémas possibles, ce que ça peut engendrer sur le plan judiciaire, ce que ça peut engendrer parfois sur le plan humain, parce qu'il est bien évident que même si aujourd'hui il y a peu de divorces pour faute, si on décide de faire une procédure en divorce pour faute, que le client la souhaite véritablement, on est obligé de lui dire quelles en seront les conséquences, peut-être même humaines. Certains choix aussi qui sont faits des fois par des parents sur des adolescents, parce que souvent l'adolescence est un moment difficile et c'est à ce moment-là que on voit que des jeunes de 12, 13, 14 ans décident d'aller vivre plutôt chez un parent que chez un autre. Là, effectivement, on a un gros travail à jouer qui est de leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un adolescent, parce que parfois, ils sont très durs avec leurs parents. Et quand ils ont décidé quelque chose, ils sont même prêts à être très méchants dans ce qu'ils vont dire, même s'ils ne le pensent pas véritablement et ils ne se rendent pas compte. Donc, tout notre travail aussi en tant qu'avocat, puisqu'on a un serment d'humanité, c'est d'essayer de faire un peu tampon et puis d'essayer de filtrer ce que va dire aux parents qui est concerné, ce qu'a dit l'adolescent, parce que on va avoir les phrases brutes, notamment sur les auditions d'enfants, on va lire un texte brut, mais parfois le ressenti même est différent et il arrive que des juges expliquent aux parents qui sont là, attendez, oui, votre fille a dit ça, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Quand on lit sur le papier, c'est vrai que ça peut vous choquer, mais l'enfant ne l'a pas réellement dit comme ça. Et puis surtout, il y a tout un contexte, voilà. Et du coup, ça permet de rassurer et de restaurer un peu la paix sociale et permettre à chacun d'avancer. Et dans quel sens encore vous n'êtes pas, j'allais dire, cette idée de voyant, notamment que tu disais, c'est-à-dire que tu connais pas la suite, tu peux pas non plus faire des choix pour eux, c'est des choix qui leur appartiennent. Il y a quelle autre facette encore ?
il y a la facette des honoraires. Alors, parce que souvent, on nous dit, voilà, combien la procédure va nous coûter. Alors, il y a une loi qui est passée en 2015 qui oblige maintenant les avocats à faire proposer au moins une convention d'honoraires à leurs clients. Il n'y a pas de sanction s'il n'y en a pas. Et donc, moi, avant, ce que je faisais, c'est des devis. Par contre, parfois, il est extrêmement difficile pour nous d'arriver à chiffrer complètement une procédure parce que ça dépend de tellement de facteurs. Alors, ce n'est pas la tête du client, je rassure tout de suite. Sinon, par exemple, moi, ça serait gratuit. C'est une loi de 1971 qui prévoit les différents critères pour facturer, mais il y a notamment la situation financière du client, il y a les diligences effectuées. Le problème, c'est qu'au niveau des diligences, on ne sait pas toujours quelles sont les diligences que l'on va faire dans un dossier, parce que parfois les gens viennent nous voir pour un certain type de divorce, et puis en réalité, ils vont basculer sur un autre divorce, parce que aussi, on ne sait pas en face, si on est dans une procédure judiciaire un peu contentieuse, on ne sait pas si l'adversaire va conclure une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On ne sait pas si systématiquement il va nous sortir un lapin du chapeau. On ne sait pas donc combien de jeux d'écriture, nous, tout simplement, on va devoir faire. D'autres facettes encore où vous n'êtes pas médium? Alors, quand on vient voir un avocat, en fait, en règle générale, c'est qu'on a beaucoup de bagages à poser. Et on peut être soumis à des tas de choses, mais effectivement, on n'est pas médium. On n'est pas médium parce que d'abord, on n'est pas dans la vie des gens, parce que même si on va avoir un lien avec les clients qui va être un lien d'humanité, c'est quand même pas toujours évident. Et parfois, on nous pose des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Donc, c'est à nous aussi de leur dire, et moi, il m'arrive parfois de leur dire, je ne suis pas Madame Irma, j'adore le mimosa, il est très beau d'ailleurs. C'est pour toi, si je passe tout à l'heure te le déposer, ça te dit ou pas? Alors, c'est très gentil, sauf que je suis allergique au mimosa. Oh, ben voilà, j'ai bien fait alors de te le montrer juste comme ça. Voilà, ouais, ben voilà. On n'est pas fait pour vivre ensemble, alors je suis désolée. Tu vois, avec les pollens, en ce moment, ça vole, donc antihistaminique pour 6 semaines. Bon, ben voilà, écoute, voilà. Excuse-moi, alors si toi tu n'es pas médium, moi je ne suis pas médecin, madame. Donc voilà. Bon, merci beaucoup, surtout Aurore. Je te dis surtout à très très bientôt. Et je t'embrasse. Merci beaucoup. Et puis je retourne dans le bouquin de Marie-Lise, Du chaos naissent les étoiles. À très vite. Qui a l'air très intéressant d'ailleurs. Merci Aurore. Il est génial, je l'ai lu, il est fabuleux. À très vite, Miss. Bisous. Et Du chaos naissent les étoiles, je vous le disais, voilà un ouvrage. On a posé ce décor finalement de départ et finalement cette navigation dans différents paysages. Je te le disais, on va à Nice, notamment au château avec cette cascade, on va à la plage de Fabregat, on est au Jardin du Luxembourg. Et finalement, là par contre, dans cet ouvrage, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant parce que tu as fait une écriture qui peut nous donner l'impression d'être dans un film parce que finalement, on a en plus une enquête, des rebondissements. Et ce pourquoi, finalement, au fond, le vrai truc, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle écoute cette voix. Et à un moment donné, dans l'ouvrage, il y a quelque chose qui nous donne cette réponse du pourquoi. Et ça change toute notre vision des choses. C'est surprenant. C'est un twist, comme on appelle, que je souhaitais et qui nous permet de voir les choses complètement différemment. Et même Juliette, elle va être confrontée à une autre vision de la vie. Ça va bouleverser complètement ses croyances, notamment sur l'amour qu'elle peut porter aux autres, l'amour d'elle-même, qu'elle n'avait pas beaucoup, parce qu'elle a toujours consacré beaucoup de temps aux autres. C'est une personne qui a une grande sensibilité. Elle s'est toujours consacrée aux autres, mais pas forcément à elle. Elle a appris aussi ce qu'était le pardon. Et ça va tout changer dans sa perspective. Ce mot pardon, je le trouve intéressant parce que c'est aussi une des thématiques de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'avec ce mot amour, j'allais dire, il y a le pardon aussi qui peut être associé à l'amour. C'est ça. Et il y a des choses qui sont très dures à pardonner. Et mes 3 personnages, enfin mes 3 inconnus, vont devoir pardonner quelque chose d'important. Je peux pas en dire plus. Non, tu peux pas en dire plus, mais en tout cas, voilà, on a le mot amour, il nous parle à tous peut-être avec une définition assez simple, mais derrière, là, on peut voir dans l'ouvrage, à un moment donné, l'amour peut-être derrière, il y a peut-être des décisions ou des choses que l'on fait par amour, finalement, qui bousculent peut-être notre première définition. C'est ça. Et dans ce livre, ce qui se bouscule, c'est peut-être aussi nos sensibilités face aux épreuves. Face aux épreuves de la vie, aux sacrifices qu'on doit faire parfois par amour. Et voilà, c'est ça qui va vraiment bouleverser l'histoire de Juliette et le cours de l'histoire du roman aussi. Quand je dis ça bouscule nos sensibilités, c'est qu'au fond, là, on parle de voyance au départ. Le personnage n'y croit pas. Toi, tu n'es pas forcément non plus sensible. Voilà, pas plus que ça. Mais derrière, tu parles à tous les lecteurs. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un tuteur. On repart avec ce mot espoir, en tout cas avec une sorte de tuteur. Il n'y a pas de religion derrière. Il n'y a pas de médiumnité. Il n'y a pas de voyance. Il n'y a pas de spiritualité. Il y a finalement
Il n'y a pas de dogme, aucun. Il n'y a pas de... Moi, je prétends absolument rien. Je ne dis pas c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas d'astuce de développement personnel du tout. Il y a différentes perceptions et c'est à chacun de voir ce qui peut lui faire du bien. C'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux et d'expérimenter ça et d'ouvrir son esprit à tout ça. Oui, à la sortie de cet ouvrage, on se dit tous, peut-être finalement, du moment que j'ai trouvé mon tuteur qui me fait avancer quelque part pour surmonter les épreuves. Ça peut être nos propres enfants, ça peut être la spiritualité, ça peut être la religion, ça peut être l'amour, peu importe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a son tuteur qui nous... Et finalement, c'est une forme d'espoir là-dessus que tu dis, finalement, faites confiance à votre tuteur. Faites-vous confiance, écoutez-vous, faites-vous confiance, parce que la petite voix qui est en nous, on ne l'écoute pas forcément, on écoute beaucoup notre raison, notre mental, et pas forcément cette petite voix qui, elle sait bien souvent mieux que nous. Et finalement, là, en me disant ça, c'est-à-dire que c'est la réponse du début, ce personnage va écouter cette voyance, elle ne sait pas pourquoi, et ce pourquoi, on arrive à cette conclusion que tu viens de dire à la fin du bouquin, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une petite voix des fois qui nous fait faire des choses qui ne nous ressemblent pas, mais il faut peut-être y aller parce qu'on peut être très très surpris de tout ça, quoi. Et tu sais ce que j'ai là, Stéphane, ou pas? Oui, les fameuses lettres, tu les as pas vues, les lettres de sa grand-mère? Depuis tout à l'heure, je vous écoute et ça me parle profondément, donc je suis très intéressé. Oui, et c'est pour ça que je suis sage. Oui, non, mais mais c'est marrant parce que je trouve que ça peut parler à chacun d'entre nous, mais ça a juste la forme d'une histoire, hein, mais par contre une enquête. On est d'accord ça ressemble aussi en même temps à une enquête. Il y a un rythme qui est soutenu parce qu'on est à J-15 et donc tous les chapitres commencent par J-13, J-12, etc. Et donc, il y avait une vraie échéance. Elle a 15 jours et pas un jour de plus pour sauver ces 3 inconnus. Oui, je disais, ces lettres-là, elle a retrouvé ces lettres c'est les lettres de sa grand-mère qu'elle a retrouvées. Et à un moment dans l'ouvrage, tu as un moment où tu as envie d'utiliser des lettres, quelque chose, et la réponse t'est venue par un hasard fou. C'est ça. Un jour, je farfouillais dans le placard de mes parents et je trouve un petit sac, voilà, tu vois, je l'ai encore, un petit sac avec un paquet de lettres jaunies. Alors, je ne sais pas si on va les voir, mais on voit que c'est un papier jauni avec une belle écriture toute fine, toute délicate, comme on écrivait avant, avec un porte-plume ou je ne sais pas. Et donc, il y a des extraits. Donc, c'est ma grand-mère qui parle à sa propre mère dans les années 30 et qui lui raconte des tranches de vie. Ta grand-mère qui parle à ton arrière-grand-mère. Exactement. Qui raconte des tranches de vie et notamment un passage que j'ai d'ailleurs mis dans le roman où elle parle d'arbouses. Sa mère, donc Yvonne, lui envoie un paquet d'arbouses et ma grand-mère ne savait pas ce que c'était. Elle pensait que c'était une marmelade d'abricots, etc. Elle lui dit que c'est très bon. Et c'est plein de petits détails comme ça de la vie de l'époque que j'ignorais, hein, qui m'ont déjà touchée dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est qu'elle évoque un secret de famille qui existe, enfin, que je connais depuis que je suis née, mais qui m'a toujours interpellée parce que tout le monde avait une définition, une réponse différente à ce secret-là. Et je ne comprenais pas pourquoi personne ne savait la vérité. Et donc là, elle évoque ce secret de famille, elle donne la réponse. C'est des lettres qui ont été écrites sur une dizaine d'années. Oui. Donc, tu as une collection de lettres et c'est des indices petit à petit que tu vas prendre pour avoir la vérité aussi de cette histoire. Le fait de connaître la vérité, c'est quelque chose que tu vas dévoiler aussi à ta propre famille finalement. Ça va changer peut-être la vision dans ce secret de famille qu'on a eu sur le passé aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que tu parlais d'une voyante au tout départ du roman. Et quand tu fais le choix de mettre des extraits de lettres dans ton livre, il se passe quelque chose dans ta vie perso derrière. Oui, il se passe un truc fou. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai été abordée par une personne. À l'oreillette, attends, on n'arrête pas de me dire, mais c'est quoi le secret de famille? Mais c'est quoi le secret de famille? Eh ben, il faut lire le livre. Eh bien voilà, tu vois, tu as la réponse. Parce que donc, j'ai transposé ça dans mon livre. Et donc un jour, je suis abordée par une dame qui me dit, excusez-moi, mais il y a des gens derrière vous. Ah non, je vois bien, personne. Elle dit, je vois deux personnes âgées, un monsieur et une dame. Elle me décrit mes grands-parents. Mais en plus, mes grands-parents, c'était pas monsieur et madame... Enfin, si, c'était monsieur et madame tout le monde, mais... ils avaient un look différent. Ils avaient un look particulier. Mon grand-père avait des cheveux au carré, un peu comme moi, mais blancs. Et ma grand-mère avait toujours un camé, un foulard, enfin, très, très élégante, très pomponnée. Elle comme me toi. Les décrit... Bah, écoute, peut-être. Et elle me les décrit, mais vraiment. Et là... J'ai beau ne pas être familière avec toute cette dimension-là, ça m'a interpellée. J'ai vu comme un signe, en fait. Ça m'a fait du bien. J'ai vu comme un signe, comme s'il m'autorisait à parler de ce secret-là et à le partager avec mes lecteurs. Et là, avec cette anecdote-là, c'est totalement en lien quasiment avec le début de l'ouvrage, quand tu choisis ce personnage. Tu sais pas, au fond, tu y crois peut-être pas, mais là, à ce moment-là, quand on te dit ça, ça te fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça, ça me fait du bien. Et c'est la philosophie de ce livre, c'est... Croyez ce que vous croyez. Si ça vous fait du bien, on s'en fout si c'est vrai ou pas finalement.
On n'a pas la vérité, personne ne l'a la vérité. Ça fait du bien, ça, d'entendre ça. Hein. Oui, ça donne envie. Non, sincèrement. Tu vois, lui à côté, il écrit le Var, terre de géants sur les dinosaures, là d'un seul coup, tu vois. Et donc voilà. Et deux univers complètement différents, mais en tout cas, le retour qui t'est donné, tu as eu quelques lecteurs qui ont, voilà, il sort aujourd'hui, mais c'est vrai que ça soit de la presse, que ce soit des journalistes, des blogueurs, des amis, des proches, c'est-à-dire que tu l'as déjà partagé et il y a un sentiment partagé de tous. Oui, alors tout le monde me dit qu'il faut absolument que ce soit adapté au cinéma, donc je lance un appel s'il y a des producteurs parmi nous. Non, mais un truc... Réalisateur, il y a un réalisateur derrière qui est peut-être bientôt... Voilà, on s'échange les coordonnées. Non, il y a quelque chose de particulier, c'est que donc j'ai transposé l'histoire de mes grands-parents. Alors c'est une partie du roman, c'est pas tout le roman. Dans mon histoire à moi, j'ai changé les prénoms parce que c'était un peu plus confortable pour moi. Et après j'ai romancé une petite partie parce que voilà, j'avais besoin d'inventer une petite partie que je n'avais pas. Et donc je fais lire à mon père. Donc le fils, hein. Je fais lire à mon père, mais il dit, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Je dis, mais ah bon? Mais je ne savais pas. Il me dit, bah si, je ne peux pas tout dire, mais il s'est passé exactement ça. Et moi, j'ignorais cette partie de l'histoire qu'il avait vécue et que moi, je pensais avoir inventée. Donc, est-ce que, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Est-ce qu'il me l'a dit, je l'ai oublié, etc., ou je l'ai vraiment inventé, ou ça se passe à un autre niveau, je ne peux pas le dire. Mais c'est troublant. Il y a beaucoup de choses troublantes avec ce livre. C'est un livre, peut-être, moi qui ai eu la chance de lire quasiment tous, hein, il y en a peut-être un ou deux seulement que je n'ai pas lu. Je te suis depuis quelques années, notamment en tant que chroniqueuse et amie en parallèle aussi. Et je trouve que c'est peut-être un bouquin qui te définit bien, qui te ressemble. C'est-à-dire que je te sens avec une vraie liberté de cette émotion que tu offres. Oui, j'avais vraiment envie de partager voilà, mes émotions, toutes les facettes de ma personnalité. Donc, c'est un livre qui est plus basé sur les émotions que d'autres, hein, que Morito Bond, par exemple, qui est plus drôle, mais qui est peut-être plus profond, qui va peut-être plus toucher le cœur des lecteurs. Oui, tu mets un bout de toi et en même temps un bout de ta... Derrière, en parallèle, je veux dire, quand tu dis c'est l'essence de ta personnalité de souhaiter aider les gens Tu le fais également à côté en tant que coach professionnel aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, tu as cette chance-là de pouvoir aussi aider les gens. C'est-à-dire que ce que tu offres là dans le bouquin, tu ne peux pas t'en passer, tu as besoin de le donner tout le temps, quoi. En fait, c'est ça, depuis le début, depuis mon premier roman, j'ai voulu partager, donner des conseils, c'est très présomptueux, mais donner ma vision des choses, et tant mieux si ça peut aider les gens. Et donc, depuis mes premiers romans, mes guides pratiques, les ateliers du bonheur que j'ai organisés après, ça va tout dans le même sens en fait. Et mes études de coaching, donc je me suis lancée dans le coaching professionnel effectivement à la suite, ça va aussi dans cette même direction pour aider les gens à débloquer leurs croyances limitantes, à dépasser leur timidité, leur manque de confiance et d'atteindre leur but, parce que parfois il faut juste débloquer des verrous et ça passe et ça va vite. Et finalement, voilà, souvent, des fois, c'est dans ta profession à côté, etc., tu vas rendre vraiment les personnes cas par cas. C'est-à-dire que là, les énergies que tu veux donner dans tes romans, sans forcément savoir ce que ça donne, ça donne peut-être un petit changement de quelques heures, de quelques jours, peu importe. Mais là, tu peux t'occuper de manière individuelle des gens et en essayant de donner les énergies, les émotions que tu tentes de donner dans la littérature. C'est ça. Là, on suit les gens sur... une dizaine d'heures, douzaine d'heures, et on va au fond des choses. C'est ça que j'aime bien, c'est que là on survole effectivement, comme tu dis, je ne sais pas l'effet que ça va avoir chez les gens, mais là, en coaching, on voit là où ça bloque, on voit les croyances limitantes des gens, on voit ce qui les empêche d'avancer. Et on débloque ça petit pas par petit pas, et ça me réjouit de pouvoir avoir ce rôle-là dans la vie des gens. Tu le fais à titre professionnel pour les gens, ce sont des blocages professionnels, mais aussi dans d'autres problématiques individuelles? Complètement, parce que des gens qui ont un problème de confiance en eux dans le travail, par exemple, ils l'ont aussi bien souvent en dehors, avec des relations, des amis, ou quand ils parlent en public. Donc finalement, ça touche un peu tous les domaines. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu l'as fait au départ pour aider les gens au niveau professionnel, parce que tu as énormément travaillé en entreprise, en communication, etc., où tu te posais aussi de réelles questions. Et finalement, c'est le hasard qui, au bout d'un moment, dit « Ah mince !» je peux appliquer ça partout. C'est plutôt chouette finalement de donner tout ça un peu dans tous les domaines, et notamment dans Du chaos naissent les étoiles aux éditions Erol, numéro 9. La couverture est plutôt jolie. Le film qu'on a vu aussi était plutôt chouette, une jolie réalisation. Oui, et c'est quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Lily White, qui est valettoise, qui l'a réalisé. Elle s'est lancée dans la réalisation de trailers, de bandes-annonces pour les auteurs. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle. Petit trailer, quand tu disais Lily White, notamment, elle était venue pour un jeu de cartes justement de développement personnel finalement, et elle travaille beaucoup en com, et avec ce souci aussi de créer du support et aussi du support vidéo. Ça s'appelle J'ose ou pas, qui est édité chez Très Daniel, et effectivement maintenant à côté elle aide les auteurs à se faire connaître par le biais de vidéos. Donc, si demain tu veux ton petit trailer, oui, avec toi et des dinosaures par exemple. Mais pourquoi pas, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de bien. C'est une idée. Envie de réagir peut-être ou pas?
Non, mais oui, je t'ai senti vraiment spectateur, t'étais comme un gamin, je t'ai vu à côté, tu posais de te j'étais bousculer. intéressé. Et puis tout à l'heure, quand vous parliez de l'amour, moi, ça m'a rappelé l'histoire de Médée et Jason. Quand il s'échappe de Colchide, Médée qui, par amour, commet des actes abominables pour pouvoir sauver Jason. Et qui ensuite, quand elle se sent trahie par lui, commet d'autres actes tout autant abominables à cause d'un amour bafoué. Donc Jason et les Argonautes, c'est les tragédies grecques de ces périodes-là. Les Grecs ont été parmi les premiers à écrire sur l'amour. Enfin, du coup, j'ai beaucoup... Et là, c'est le moment où moi je crie Mayday, 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 parce que là arrive la fin de l'émission, jeune homme. Et merci à tous les deux, merci Stéphane, merci à toi. J'ai l'impression que tu es un lecteur, voilà. Là, tu l'as chopé. J'ai conquis, c'est bon. Ah oui. Il a totalement oublié qu'il était dans l'émission, il s'est laissé absorber, c'est génial. Oui, oui. Donc, merci à tous les deux, merci à Marie-Lise Trécourt, du Chaos naissent les étoiles aux éditions Erol. Et puis vous pourrez retrouver pas mal d'infos sur son site internet réécritavie.com. Réécritavie.com. Pas évident, hein. Si. Bon, allez, va, j'embrasse tout le monde et toute notre équipe surtout. Gros bisous à tous.